Coulisses, une émission pour comprendre l'avant, le pendant et l'après. Bienvenue dans Coulisses. Eh bien, bonsoir sur 49.10 avec des chaleurs sahariennes, mais vraiment des chaleurs comme on n'a jamais connues, en tout cas moi personnellement non. Et donc aujourd'hui, justement, c'est une première pour les chaleurs, mais c'est aussi une première pour une émission qui s'appelle Coulisses. Et dans cette émission, donc, ce sera souvent des retours sur des exploits. Et ici, nous allons parler de football avec un exploit, celui du Sporting d'Anderlecht, qui est le premier club belge à avoir remporté une Coupe d'Europe en mai 1976, donc il y a tout juste 50 ans. Donc voilà, retour sur un exploit dans quelques instants avec Jean Thyssen pour nous en parler. Coulisses, une émission pour comprendre l'avant, le pendant et l'après. Bienvenue dans Coulisses. Et alors justement, merci Eric pour honorer notre invité. En l'occurrence, je vous disais tout à l'heure, Jean Thyssen. Eh bien, comme tu disais juste à l'instant, une chanson d'Elvis Presley parce que, eh bien, Jean, indépendamment de sa carrière internationale, était aussi un grand fan d'Elvis Presley. D'ailleurs, il m'a confié il n'y a pas longtemps qu'il écoutait beaucoup ses musiques et il regardait ses films. Voilà. Alors, avant de parler de cette finale et de tout ce qui a touché à cette finale, les coulisses de cette finale, puisque c'est le titre de l'émission, je vais faire un petit retour sur l'arrivée de Jean à Anderlecht avant de lui donner la parole. Donc Jean est arrivé, donc Jean Thyssen, je vous l'avais dit à l'avance, est arrivé à Anderlecht en 1974 et déjà très très fort d'une carrière bien entamée au Standard et internationale puisqu'il a joué la Coupe du Monde de 1970 au Mexique et notamment contre le Mexique au Stade Aztec. Et par exemple, Jean, à l'époque du Standard, en 1969, eh bien, il avait rencontré le fameux Real Madrid de Gento avec 1-0 au Standard et là on se disait, enfin en tout cas on leur disait, vous savez les gars, 1-0 avant d'aller au Real, c'est un peu court, ça va pas le faire. Eh ben, pas de souci, ils ont été gagnés 2-3. Donc, Jean arrive à Anderlecht avec un sacré bagage, donc. Et donc, il arrive en 1974 et c'est la dernière année, à ce moment-là, de Paul Van Imst au Sporting. Et je vais déjà donner la parole à Jean pour qu'il nous raconte un petit peu l'anecdote de son arrivée et des premiers contacts que tu m'expliquais il y a justement pas longtemps avec Paul Van Imst, toi qui venais d'Anzival. Oui, ben c'est vrai. Donc, je suis avant d'arriver au Standard de Liège, j'étais donc dans un petit club de la région, hein, qui est Zanzival. Il faut dire que là, à 14 ans, à Zanzival, je jouais en cadet. Et mon passe-temps, c'était dans le mur de mon jardin, c'était de shotter contre le mur. Je jouais à l'époque en numéro 10 et mon idole était Paul Van Imst qui jouait numéro 10 à Anderlecht et dans l'équipe nationale. Et c'est extraordinaire parce que lui, il avait 16 ans. Moi, j'en avais 4 ans, je jouais en cadet en Zival. Lui, il avait 16 ans et il démarrait en équipe nationale. Et puis par la suite, j'ai eu évidemment le privilège et le grand bonheur de pouvoir jouer avec lui, tant au niveau d'Anderlecht pendant 1 an, que pendant 10 ans d'équipe nationale, où il était mon capitaine dans les deux équipes. Donc c'est quelque chose qui me fait repartir en arrière, mais avec beaucoup de plaisir. Oui, Jean, je vois une certaine émotion dans ton regard ici parce que nous sommes quelques heures dans le studio et pendant que tu me parles, tu revis vraiment l'événement et ça se voit dans ton regard. Je sens vraiment une grande émotion. Alors donc, tout ça c'est avec ton arrivée. Paul Van Imst ensuite a quitté Anderlecht. Lui, malheureusement pour lui, il n'a pas connu la grande aventure dont on va parler. Et toi, comme je dis, tu es à ce moment-là titulaire directement dans l'équipe. Et puis alors vient l'année où, puisque Anderlecht gagne la Coupe de Belgique contre l'Antwerp et qu'il n'est pas champion, tout simplement Anderlecht va jouer la Coupe des Coupes. Alors, petite explication, la Coupe des Coupes, je pense que les jeunes actuellement ne savent plus très bien ce qu'est la Coupe des Coupes. On connaît la Ligue des Champions, on connaît l'UEFA Cup, mais à ce moment-là, et il y a encore quelques années ça existait, il y avait la Coupe des Champions. Anderlecht a très souvent joué, d'ailleurs ils ont été beaucoup plus tard avec Ludo Cook et Lozano, etc.,
2 fois en demi-finale, mais la Coupe des Coupes, c'était simplement le fait qu'il y avait la Coupe de Belgique, comme il y a la Coupe d'Allemagne, comme il y a la Coupe d'Angleterre. Eh bien, Anderlecht avait gagné la Coupe de Belgique, donc ils jouaient dans une coupe avec toutes les équipes qui avaient gagné la Coupe de leur pays. Et donc cette année-là, en 75, quand ça démarre, je vous assure qu'il y avait quand même des cadors dans les équipes à affronter selon les tirages au sort, évidemment. Il y avait notamment la Fiorentina, l'Atlético Madrid, le Racing Lens, quand même, c'est une valeur aussi, l'Eintracht Francfort, le Panathinaikos. Et donc voilà, c'était pas gagné d'avance. Et alors, donc voilà tout le parcours qu'on va élaborer un petit peu après. Mais je voudrais revenir, Jean, sur la photo, la belle photo de l'équipe du Sporting avant cette finale. Et on va, si tu veux bien, je ne sais pas, Eric à la régie, si j'ai encore le temps de parler de ça ou si tu as prévu, c'est bon. On mettra de la musique juste après pour ne pas vraiment être trop long. Mais je reprends cette équipe de la finale contre West Ham avant d'élaborer tout ce qui a été avant-coureur de cette finale. Et je reprends tous les joueurs. Et je commence par un joueur qui n'a pas beaucoup joué, qui s'appelle Michel Lhomme, qui, et là tu vas de nouveau apporter du grès à mon histoire, qui n'a jamais été beaucoup titulaire en Anderlecht, il ne jouait presque pas. Mais tu m'as dit, écoute Alain, pour cette finale, on a dû bricoler, et méchamment bricoler. Parce que Erwin van den Daal, le libéro du Sporting, était blessé. Jean, toi, tu m'expliqueras dans les instants qui suivent tes soucis d'infiltration, etc. Et donc Gilbert Van Binst, qui était le capitaine et arrière droit, glisse à l'arrière au libéraux, avec Hugo Broos devant. On en parlera aussi d'Hugo Broos. Et toi, Jeannot, tu restes à gauche, mais tu es salement arrangé. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé avec ton infiltration ? Oui, disons que dans cette finale, une finale c'est quand même quelque chose à jouer exceptionnel. Une finale, en général, elle ne joue pas, elle se gagne ou elle se perd. Et là, on était évidemment là pour la gagner, mais ça ne s'annonçait pas bien, dans la mesure où effectivement Van den Daal était blessé. Et moi, j'étais à la limite, puisque j'ai dû jouer cette finale avec 2 infiltrations. Donc la défense était complètement remaniée. Gilbert Van Binst a joué comme arrière central. L'homme a joué arrière droit, mais n'a pratiquement joué en première équipe que ce match-là. Enfin, il en a joué d'autres, mais vraiment très peu. Et moi, à gauche, Hans Krond voulait absolument que je joue. Mais j'ai dû jouer sous infiltration, une infiltration dans le mollet avant le match et une infiltration à la mi-temps pour pouvoir tenir tout le match. Donc j'ai joué vraiment cette finale sur une jambe avec beaucoup de difficultés. Mais la réussite et le bonheur étaient au bout. Oui, et entre parenthèses, nous allons, en guise d'apothéose à la fin de cette émission, nous allons écouter un extrait vraiment qui vaut son pesant d'or, où on entend notamment Luc Varenne qui parle, qui explose complètement lors du 4e but marqué par François Van der Elst, et tu es à la base du 4e but. On l'entendra d'ailleurs, mais ça c'est pour tout à l'heure. Alors donc, on poursuit avec cette équipe qui était présente là sur le terrain. Donc je la vois ici, je n'ai pas la photo devant moi, mais je les vois. Je vois l'homme, je vois Van Binst dont tu parlais, qui joue au libéraux, je vois Hugo Broos, et juste après on en parlera grâce à son exploit avec l'Afrique du Sud, et puis toi, et puis Jan Reuter, le Hollandais, et puis tout en bas nous avons Ludo Cook, nous avons Robbie Rensenbrink, nous avons Peter Russell, et aussi Jean Dox. Et alors justement cette émission, je voudrais aussi la faire en hommage à tous ces disparus, parce que Ludo est parti très jeune, Robbie est parti il n'y a pas longtemps, François donc soit non plus, et donc je te mets à contribution, Jean, puisque tu es vraiment un des derniers des Mohicans, comme on dit. Est-ce que tu pourrais me parler de chacun de ces joueurs, finalement, que je viens de citer ? Et on va commencer par un des joueurs qui était aussi pour toi un peu une idole, Robbie. Tu peux me dire quelque chose sur Robbie ? Qu'est-ce que tu... Oui, il est clair que, je commencerai par dire que dans cette équipe d'Anderlecht, pour pouvoir jouer 3 finales successives de Coupe d'Europe, c'était une très grande équipe. Chaque joueur au poste était le plus fort.
on n'avait pas de trou dans cette équipe. Chacun remplissait sa mission, chacun avait ses qualités, mais on était tous au top. Et pour parler maintenant plus particulièrement de Robbie, je parlerai aussi d'Ariane. Oui. C'est 2 joueurs classe mondiale, tout simplement. Mais on avait aussi des joueurs comme Ludo Cook, soit Van der Els, j'en oublie probablement l'un ou l'autre, qui étaient des joueurs de classe internationale. Oui. Donc c'est une équipe qui était vraiment très très bien balancée et très forte. Très forte, et on a démontré sur 3 finales, on en a gagné 2 quand même, donc c'est une période exceptionnelle. Je dirais le seul regret avec le recul que moi je peux avoir, et je reviendrai à Paul Van Imst, qui était mon idole, mais qui est vraiment maintenant resté un ami, c'est qu'il n'ait pas pu, après la carrière que lui il a fait, qui n'ait pas pu bénéficier de ces 3 années qui étaient des années grandioses. Il venait juste de terminer, donc lui, il n'était pas dans l'équipe. Quand on parle de joueurs de classe mondiale, je crois que, en tout cas, c'est mon avis, Paul Van Imst, c'est le meilleur joueur belge de tous les temps et était aussi un joueur de classe mondiale. Écoute, ton témoignage est formidable et c'est vrai qu'il aurait mérité aussi d'avoir... aussi un titre européen. Et alors, tu parlais justement d'Ariane et Robbie Rensenbrink, vraiment 2 joueurs exceptionnels qui ont quand même été finalistes tous les deux de 2 Coupes du Monde, 1974 et 1978, oui. Et qui jouaient avec Johan Cruyff. Et j'ajouterais que ces 2 finales, pour la Hollande, 74 et 78, quand elle ne joue pas les 2 fois dans le pays organisateur, qui est 74 en Allemagne, c'est l'Allemagne qui était championne, 78 en Argentine, c'est les Argentins qui étaient champions. Quand ça se joue sur terrain neutre, en guillemets, ils sont champions du monde les 2 fois, c'était la meilleure équipe de l'époque. Sur un certain, avec Johan Cruyff, qui n'était pas d'ailleurs lui en Argentine parce que justement il se braquait à raison d'ailleurs sur le régime dictatorial à l'époque. Et alors, si tu veux bien, Eric à la régie, si je suis trop long, si tu mets la musique. Bon, on peut peut-être mettre un peu de musique, tant qu'à faire. On va mettre un petit peu de musique et puis après nous parlerons d'Hans Krohn, l'entraîneur. Coulisses, une émission pour comprendre l'avant, le pendant et l'après. Bienvenue dans Coulisses. Eh bien voilà, la suite de Coulisses. Avant de demander à Jean un petit peu le contact qu'il avait avec Hans Krohn ainsi que ses équipiers, je vais d'abord finir le tour de l'équipe. C'est vrai que nous n'avions pas encore parlé du Gobros et du Gilles aussi. Après, nous parlerons d'Hans Krohn. Et alors, je voudrais vraiment saluer justement à cet instant tous les clubs de supporters que j'ai pu contacter avec cette émission. Donc on nous écoute un petit peu partout en Belgique, sur Radio Player et notamment le fan club de Robbie. Donc ces gens-là ont beaucoup en tout cas apprécié l'annonce qui a été faite de l'émission et je sais que, comme je dis, on nous écoute un petit peu partout en Belgique sur Radio Player et c'est génial. Je parlais d'Hans Krohn, mais on n'a pas fini le tour d'horizon de l'équipe. Maintenant, je voudrais parler d'Hugo Broos, qui est vraiment lui sur le feu des projecteurs. Donc on a beaucoup parlé des joueurs disparus et notamment Van der Elst, après avoir parlé de 2 Hollandais et de Ludo qui ont été des joueurs d'entrejeu extraordinaires et notamment François qui marque notamment 2 goals dans cette finale. Mais alors que je remonte un petit peu plus haut, je viens sur l'équipe de dessus. On va aussi parler de Jan Reuter et de Peter Russell, mais j'aimerais te parler d'Hugo Broos, ce qu'il est en train de faire actuellement avec l'Afrique du Sud, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Hugo par rapport au contact que tu avais, ce qu'il fait maintenant? Ce matin, je lui ai envoyé un long SMS de félicitations parce qu'il vient de réussir quelque chose d'exceptionnel. L'Afrique du Sud n'est pas sur le plan évidemment de la Coupe du Monde. On est encore à un autre niveau là. L'Afrique du Sud n'est pas un candidat, je vais dire, pour le titre, loin de là. Et donc qualifier l'équipe comme il vient de le faire hier est un exploit extraordinaire. Et je dirais, oui, c'est la première fois effectivement que l'Afrique du Sud s'est qualifiée. Et je dirais que c'est une fin de parcours pour lui grandiose.
parce que je l'avais revu il y a pas très longtemps et il m'avait dit bon, si on est qualifié, c'était avant la qualification Oui. pour la Coupe du Monde, il m'avait dit si on est qualifié, j'irai au bout avec eux et après c'est fini. En 72, 73 ans, la Gaillette ferme ses volets. Donc, est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il ne le fera pas en fonction de la réussite? On va peut-être le solliciter pour une prolongation, ça je n'en sais rien. Il a Mais quel enfin, âge, Hugo? il a 73 maintenant. Ah, je Ouais. crois que- Ouais, il est, moi j'étais un des vieux Ouais. dans l'équipe à l'époque. Ils sont tous plus jeunes. Donc, pour revenir à Hugo, je lui ai envoyé un message ce matin avec un maximum de félicitations parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. Il a d'ailleurs un parcours comme joueur déjà, mais aussi comme entraîneur. Hein. Quand on entraîne Anderlecht, on entraîne Bruges, on entraîne le Cameroun, on entraîne l'Afrique du Sud avec les résultats qu'il a pu faire. Bon, ben, chapeau Hugo. Voilà, tout simplement. Eh oui, bravo, bravo. Et donc, on continue le tour d'horizon de cette équipe. Parce que lui, c'était à la fois un grand joueur, mais un amuseur. Et vraiment, un mec, à mon avis, dans le vestiaire, qui devait mettre une sacrée ambiance, quoi. Gilles Van Binst, quel était ton contact avec lui? Gilles disparu Oui, très récemment, d'ailleurs. Ouais. oui, ben, j'ai été effectivement, après son décès, j'ai pris contact, parce que j'avais son contact à lui, mais pas d'autres contacts, et en tout cas pas avec son fils. Donc je suis remonté par d'autres personnes. J'ai été en contact avec son fils qui m'a demandé si ça me dérangerait de venir au milieu du terrain pour le saluer une dernière fois devant le public, etc., etc. Ce que j'ai fait évidemment avec beaucoup de plaisir. Et je dois dire que j'étais très ému ce jour-là parce que c'est des moments difficiles à vivre. Je perdais un ami. Gilles était quelqu'un d'exceptionnel dans un vestiaire. C'est un bout en train extraordinaire. Un très très bon joueur, très très bon défenseur. Il marque 2 goals d'ailleurs en finale en oui, 78. oui. Hein, contre le Et Serbie, quelqu'un avec du caractère. Maintenant, je me suis empressé de dire que c'est un vrai ami. Qu'il était resté, mais je vais quand même vous raconter une anecdote, c'est qu'un jour, on mixe 2 équipes à l'entraînement avec Goethals, et donc il se retrouve dans l'équipe en face, arrière droit, moi arrière gauche, donc dans les montées, on se frottait l'un contre l'autre. Et à un moment donné, on a un contact assez dur, et il se relève et il crache après moi. Donc j'ai couru après lui jusque dans le parc. On s'entraînait derrière le stade à l'époque. Si je l'avais rattrapé, il allait avoir très chaud. Mais bon, là, on reconnaît notre genre, là. Il courait bien et bon, j'ai pas pu le rattraper, mais ça s'enchaîne au problème. C'est des incidents de parcours dans l'entraînement. Il y en a tous les jours dans tous les clubs. Hein. Donc, ça s'enchaîne au problème et Gilles était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Oui, et te connaissant, genre, même si tu dois avoir un caractère, et il faut pour arriver au niveau où tu as joué, je ne te vois pas aller lui mettre une torgnole ou en tout cas lui faire du mal. Je ne te vois pas faire ça, en tout cas. Peut-être à l'époque, mais je ne crois pas. Je n'aurais pas fait même mal, si tu étais un mais... dur à cuire pour, à ta place, quoi. Hein, j'aurais pas fait mal, mais j'aurais mis une bonne quand même. D'accord. Bon, alors, on continue. On va parler de 2 Hollandais avec lesquels tu avais peut-être moins de contact de par la barrière de la langue. C'est le gardien de but, Jan Reuter, qui est toujours en vie, lui, hein, qui vit vraiment en Hollande. Et Peter Ressel, que tu me dis que tu as encore vu de temps en temps en RP, c'est ça? Oui. Et où tu me dis, avec, je reprends ce que tu m'as expliqué, parce qu'on a discuté environ pendant 40 minutes, et tu m'as expliqué des choses formidables que tu nous rapportes aujourd'hui d'ailleurs, et j'en suis très heureux. Et tu m'as aussi expliqué avec Peter Russell que c'est assez comique parce que tu ne sais pas parler néerlandais, lui pas français, et tu m'expliques que vous mettez chacun 2 mots. Enfin, explique un petit peu ce que tu m'as dit avec lui, ce qui est assez... Oui, le contact au niveau de la langue avec Peter, effectivement, était très compliqué. Bon, il faut savoir aussi que Peter, il venait de Feyenoord, et moi du Standard de Liège, et Feyenoord nous a éliminés. On a joué un contre l'autre dans un Feyenoord Standard, qui avait été aussi très chaud, parce que c'est un bon joueur, difficile à contrôler, donc... je lui avais fait sentir que physiquement, il fallait pas qu'il m'ennuie. Mais non, aussi un très bon joueur. Hein.
très très bons joueurs, pas, je dirais, du même niveau que Harry et Robbie, Oui. mais quand même très très bons joueurs. Et je le revois régulièrement quand il y a, notamment quand West Ham est revenu jouer en Anderlecht dernièrement. Tu m'avais raconté. On a été invités par la direction, nous les quelques joueurs qui sont encore en vie de cette époque-là. Et donc je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. Ariane, par exemple, qui habite maintenant en Espagne, il était rentré aussi. Donc c'est toujours dans des moments comme ça, avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve. Voilà, c'est vraiment toutes les anecdotes que j'espérais que tu gardes bien en mémoire justement pour aujourd'hui. Et alors, on va terminer avec un joueur qui a aussi été international, qui jouait devant toi, hein, puisque tu jouais back gauche. D'ailleurs, je t'ai même fait la réflexion, lorsque tu m'as parlé du bricolage de l'équipe, je dis, mais plutôt que de te faire jouer blessé, pourquoi est-ce que tout simplement Jean Dox n'a pas joué au back gauche, parce que je sais qu'il a déjà joué, et tout simplement faire rentrer Frankie Vercouteren, qui était beaucoup plus jeune. Et toi, tu m'as dit directement, non, Hans Kroon voulait vraiment Dox au milieu du jeu, quoi. Et qu'est-ce que tu as comme anecdote par rapport à il Jean le Dox? voulait en réserve parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'avant-match était très compliqué au niveau des blessés, etc. Il faut savoir aussi que Ludo Cook a joué le match aussi sur une jambe. Ouais. Il n'a pas terminé d'ailleurs, hein, il a été blessé. 32e minute, il sort pour Vercouteren. Voilà. Ouais. Et donc, il voulait absolument garder Dox en cas où Cook ne pourrait pas tenir. Ce qui est arrivé d'ailleurs, hein, Ludo a dû descendre et c'est Jean qui a pris le relais. Donc, s'il l'avait mis comme arrière gauche, à ce moment-là, ça devenait beaucoup plus compliqué pour avoir un demi-défensif compétitif dans l'entrejeu, parce que le poste de demi-défensif est quelque chose évidemment d'hyper important dans une équipe. Alors, avant de repasser un petit peu de musique, je suppose qu'Eric à la régie va me faire un petit signe que... Oui, on va prendre une petite pause publicitaire, mais voilà. La pause publicitaire, c'est pour maintenant? Oui, c'est pour maintenant, ouais. Eh ben, on parlera encore d'Hans Kroon alors après. Coulisses, une émission pour comprendre l'avant, le pendant et l'après. Bienvenue dans Coulisses. Et voilà, là, c'est à toi. Oui, merci Eric. En effet, Brotherhood of Man, qui s'est formé les vainqueurs de l'Eurovision en 1976, tout ça pour justement agrémenter donc cette émission. Et alors justement, on était en train de rigoler entre nous ici avant de reprendre l'antenne. Et l'autre jour, je discutais avec Jean, je lui dis ah oui Jean, en fait c'était ton anniversaire, cette année tu as 80 ans. Il me dit non, pas du tout. Il me dit j'ai 4 fois 20 ans. Ce qui explique son éternelle jeunesse et la mémoire extraordinaire qu'il a encore, quoi. Hein. Voilà. Et alors du coup, moi je lui dis autre chose et je l'ai fait rire, c'est bien. Je lui dis mais tu sais Jean, finalement, on a tous le même âge, mais pas au même moment. Il m'a dit c'est vrai aussi et je l'ai fait rigoler. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va parler d'Hans Kroon, l'entraîneur donc qui est très très peu connu finalement, qui est resté 1 an au Sporting. Demandez un petit peu à Jean le contact qu'il avait et on va vraiment maintenant rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette finale. Et avant ça, je vais parler des différentes équipes que le Sporting a rencontrées pour arriver à cette finale. Et franchement, ici dans le studio, on est vraiment en train de courir. Je crois qu'on a passé 36 degrés. Et franchement, après nous ferons une petite pause musicale d'environ 3 chansons pour nous permettre de nous désaltérer. Et surtout Jean qui parle beaucoup. Moi c'est rare quand je... Non, effectivement, tu ne parles jamais. Voilà. Et Eric, au fait, tu es là? Oui, je suis là. Eric à la régie, merci beaucoup Eric. Voilà. Donc, on a fait le tour des différents joueurs. Et alors, Hans Kroon, justement, c'est quelqu'un de très peu connu. Voilà, Jean, si tu sais nous parler aussi d'Hans Kroon, voir un petit peu quel était le contact, ses qualités d'entraîneur. Finalement, il est arrivé au Sporting en n'ayant pas vraiment de palmarès, comme Raymond Goethals, par exemple, que tu as eu pendant 2 ans après. Et voilà, si tu sais nous dire un petit peu le contact que tu as avec lui. Hans Kroon, je dirais, pour résumer, un vrai Hollandais. C'est-à-dire beaucoup de confiance en lui. Il est arrivé, effectivement, il n'avait pas un grand palmarès, mais il a hérité d'une très bonne équipe. Donc, mais bon, voilà, il faut toujours une finale, même si on a une bonne équipe, il faut toujours la gagner. Et il l'a gagnée. Donc, il n'y a rien à dire. Il gérait bien ce groupe. Parce que je dis toujours, on entend très souvent, bah oui, mais quand tu as des bons joueurs, c'est facile. C'est pas vrai.
Quand il y a des bons joueurs, évidemment, la qualité de jeu augmente, mais les égos sont là aussi. Et il faut gérer. Il faut surtout gérer les bons joueurs qu'il y a forcément sur le banc. Et ça c'est une capacité pour les bons entraîneurs. Donc Hans Krohn avait ça. Maintenant, il a fait 1 an. Après, il est parti. Il s'est tué d'ailleurs dans un accident de voiture. Bon, perd son âme. Mais je pense quand même que par rapport à Raymond Goethals, par exemple, qui a suivi, avec qui on a joué 2 finales aussi, et dont on a perdu la première contre Hambourg. C'est pour dire que, bon, un super entraîneur, c'est pas forcément une forme de réussite. Même si avec Raymond, on a gagné celle de 78. Donc Hans Krohn, pour revenir à lui, a fait ce qu'il devait faire. Et avec toute la réussite qu'on a pu avoir. Mais au risque de me répéter, je pense qu'il a hérité à cette époque-là d'une équipe qui était en place. Qui était forte sur tous les postes et qui faisait la différence tout simplement. Donc à partir du moment où lui, avec sa capacité de gérer les égos et de gérer surtout le banc, à partir de là, les résultats ont suivi parce que quand on était sur le terrain, nous, on savait ce qu'il fallait faire et on le faisait. Il n'y avait pas trop avec Krohn de contraintes tactiques. Il laissait beaucoup plus de liberté aux joueurs que Raymond Goethals, par exemple. Ça veut dire aussi que s'il avait eu des joueurs moins forts, laisser de la liberté à des joueurs moins forts, c'est pas forcément de la réussite derrière. Donc il y a toujours à boire et à manger dans chaque analyse qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, ici, c'est encore une anecdote très intéressante parce que dans le football, maintenant, on les voit toujours lorsqu'on a des prises de vue comme ça dans des émissions qui précèdent des grands matchs. On les voit toujours très assidus dans une salle avec un écran où on détecte absolument tous les moindres mouvements de chaque joueur, de savoir avec quel bloc on va jouer. Je pense que réellement, Jean, toi, tu fais encore partie d'une époque où la tactique était là, évidemment, on jouait avec les qualités de chacun et surtout, on prenait en charge les qualités de l'adversaire. Mais est-ce qu'il y avait déjà à l'époque comme ça ces grandes réunions de joueurs dans une salle avec un grand écran et vraiment un décryptage vraiment complètement dingue, quoi? Est-ce que ça en est à ce point-là? Disons, on le faisait avec d'autres moyens. Il y a des moyens techniques maintenant qui font que c'est beaucoup plus élaboré. On filme les équipes, etc., etc. Donc, il y a une approche qui est quand même différente. Mais il est évident, enfin là, je parle par expérience en fonction d'un entraîneur qui a été un des plus forts dans le monde. Je reviens à Raymond Goethals, je ne fais pas une fixette avec lui, mais Raymond avait cette capacité de, sur un quart d'heure de temps, de faire passer son message. Ouais. Il disait, bon, écoute, il avait été voir l'ailier contre lequel j'allais jouer. Il disait, écoute, quand il fait ceci ou qu'il fait cela, c'est comme son pied droit, là, c'est comme s'il monte pour monter dans le tram. Tu peux laisser tomber. Mais quand il fait ceci ou qu'il fait cela, là, attention, parce que là, c'est dangereux. Donc, le message passait sur très peu de temps, mais passait bien. Et c'est important, même à cette époque-là, parce que je vais revenir à une époque précédente encore avec le Standard de Liège, René Hauss, où on a été 3 fois champion de Belgique. Je dis pour le jour d'aujourd'hui, avec le recul, que 3 fois champion de Belgique, oui, mais en Coupe d'Europe avec le Standard, avec l'équipe qu'on avait, si on avait eu un entraîneur comme Raymond Goethals, on aurait été champion d'Europe avec le Standard. Parce qu'il était capable de disséquer et de mettre l'équipe, surtout en déplacement, de mettre l'équipe en place en fonction de l'adversaire. René Hauss, pas. René Hauss, son message, on est les plus forts, on joue notre jeu. Bon, quand on jouait chez nous, oui, en champion de Belgique. Quand on joue en Coupe d'Europe, c'était plus du tout la même chose. Donc voilà, ça nous a pas empêché avec René Hauss d'aller gagner au Real de Madrid, par exemple. Le football reste, voilà, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même à l'époque, la tactique est primordiale.
Au niveau des grandes équipes, c'est primordial. Il ne faut pas non plus forcément dire qu'on fait une analyse de jeu, etc. C'est pas forcément s'adapter à l'adversaire. C'est peut-être mettre en place dans son équipe des choses sur les points faibles de l'adversaire, etc., etc. Donc voilà, il y a toujours à boire à manger, mais non, c'est très important d'avoir une bonne organisation de jeu. Une équipe qui n'a pas, même à haut niveau, qui n'a pas une bonne organisation de jeu, elle ne peut pas gagner. Coulisses, une émission pour comprendre l'avant, le pendant et l'après. Bienvenue dans Coulisses. Eh bien voilà, nous sommes toujours en direct sur 4910, il fait toujours aussi chaud. Mais que d'anecdotes de gens, puisque nous sommes, comme je le disais au début, si vous prenez l'antenne seulement à l'instant, nous sommes en train de parler donc de football évidemment. Nous sommes vraiment en train de parler de tous les préambules à la belle victoire du Sporting d'Anderlecht en mai 1976. Donc Anderlecht, premier club belge à remporter une Coupe d'Europe, en l'occurrence la Coupe des vainqueurs de coupe. Et avec Jean Thyssen, nous avons parlé ici d'énormément de choses, de ses coéquipiers de l'époque, etc. Et donc c'était vraiment très très chouette. Et je remarque, avant de parler maintenant des équipes qui ont été éliminées avant d'arriver à cette finale, nous avons parlé de tous les joueurs de cette équipe, mais on n'a pas parlé de Frankie Vercouteren qui est rentré en cours de match. Et donc pour terminer le tour d'horizon de ses équipiers, je vais demander à Jean de petit peu me parler aussi de Frankie Vercouteren que tu as connu très jeune. Oui, Frankie, il est pratiquement 10 ans plus jeune que moi. Hein. Moi, il faut savoir que en 76, donc c'était le 5 mai 76, cette finale. Moi, je venais juste le 21 avril, donc 15 jours avant, d'avoir 30 ans. Et Frankie en avait 20, donc quand il est entré. Mais bon, c'était l'éclosion aussi d'un grand talent, hein, d'un joueur exceptionnel. Il a fait une carrière fantastique et Frankie, c'est Frankie, quoi. C'est un joueur de classe. Oui, et Frankie, lui, qui a eu l'occasion, alors plus tard, et là, Jean, tu reviendras dans 2 ans, hein, pour parler de la victoire, de la deuxième victoire en Coupe des Coupes, en 78, à Paris, contre l'Austria Vienne, et là, Vercouteren était un titulaire indiscutable à ce moment-là. C'était plus le petit jeune gars qui rentrait comme contre West Ham et qui avait déjà quelques caps internationaux. Alors voilà, maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet qui vous a amené à cette finale et les différentes équipes que vous avez éliminées donc au fur et à mesure de la saison. Et comme je dis, il y avait pas mal d'équipes importantes qui ont été éliminées progressivement par des équipes qui l'étaient un petit peu moins. En attendant, voilà, c'est comme ça. Donc au départ, il y avait aussi la Fiorentina, l'Atlético Madrid, l'Eintracht Francfort, le Panathinaikos. Et donc vous, au premier tour, vous jouez contre le Rapid Bucarest. Et donc vous allez gagner 0-1 là-bas, donc c'était chouette, quoi. C'était très très bien pour leur tour, quoi. 0-1 à l'extérieur, c'est très bien. Et au retour, vous gagnez 2-0. Est-ce que tu as souvenir, genre, de cette première rencontre Oui, je m'en souviens très bien parce que les chiffres peuvent démontrer que c'était facile. Oui. Alors que on était loin du compte. À Bucarest, on a eu un match, on a gagné 0-1, effectivement, oui. Mais on a eu un match très compliqué là-bas. Vraiment très difficile et ce résultat ne reflétait pas la domination de Bucarest. On a pris tout le poids du match derrière et bon voilà, c'est le football, on est allé gagner là-bas, donc avec un 0-1, pardon, ouais. Le retour... à Anderlecht, à cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup qui voyaient le jour. Hein, donc avec un 0-1 à l'aller, c'était bon. Et alors 2-0 retour, alors là vous avez complètement, je vais dire, établi le score et la qualification donc était dans la poche, quoi. Hein. Alors donc, Rapid Bucarest, Roumanie. Je suppose que les voyages en Roumanie à l'époque, c'était quand même pas coton non plus. Je suppose que c'était pas. Non, d'autant plus qu'on avait été en vélo, mais moi j'avais un vélo électrique. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez remarqué que Jean n'est pas sur une petite note d'humour près, ce qui donne vraiment de la sympathie à cette émission. D'ailleurs, je crois que j'ai encore une vanne tout à l'heure à vous sortir par rapport à ce qu'on discutait. Bon, je reprends mon sérieux, c'est difficile. Et donc le tour suivant, c'est l'équipe de Borac Banja Luka, qui était une très très bonne époque, une très bonne
équipe aussi à l'époque, une équipe yougoslave. Et là, quand on voit le score aussi, ça paraît facile. En tout cas, vous avez gagné 3-0 au Parc Astrid et vous avez assuré au retour, vous avez fait 0-1, donc au total 4-0. Oui, effectivement, c'était aussi une équipe. À l'époque, c'était la Yougoslavie. Hein. Oui, c'était pas. Comment est-ce que je veux dire, c'était pas les pays séparés comme on les a maintenant. Etc. Donc, oui. ils avaient beaucoup plus de choix dans le pays pour continuer de grosses équipes. Et à l'époque, Banja Luka était une équipe très compétitive aussi et pas facile à jouer. Donc, c'était aussi une belle victoire. Oui, parce que les équipes que je cite ici maintenant, ce sont des équipes qui forcément ont éliminé les plus grosses armadas que je citais juste avant. Alors là, après, je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés aussi. Après, vous rencontrez un club du Pays de Galles qui jouait en Division 3 anglaise, le club de Wrexham. Et là, ça a été très difficile, je sais bien. Vous avez gagné 1-0 à domicile, ce qui n'était pas génial pour aller jouer à l'extérieur. Et là, tout juste, vous faites 1-1, tout en fait match là-bas. Et là, la qualification a été vraiment un petit peu arrachée, quoi. Oui. Souvenir de ce match aussi Oui, on s'en souvient très bien parce qu'on est passé tout près de l'élimination là-bas. Effectivement, contre une troisième division. C'est une équipe qui se posait pas de questions, qui jouait à fond et qui nous a vraiment donné du fil à retordre au retour. Ils ont pris confiance avec la petite défaite du match aller. Et donc 1-0, c'était jouable pour eux dans leur esprit et ils sont venus et il a fallu vraiment aussi derrière tenir le choc. Ça a été une qualification difficile. Très difficile, oui, je me rappelle toujours des images. Alors là, vous arrivez en demi-finale. Un club de nouveau, je vais vous citer un club d'Allemagne de l'Est. Ici, je ne saurais même pas prononcer le premier nom tellement c'est impossible à prononcer. Club d'Allemagne de l'Est, Zwickau. Et là, à mon avis, c'était le déferlement. Je me rappelle toujours de l'image de François Van der Elst qui vient devant les supporters au 0-3. Là, vraiment, dans la poche, quoi. Vous gagnez 0-3 là-bas. Et puis, vous assurez, vous gagnez 2-0 chez vous pour le retour. Oui, là, c'est un match, je vais dire, le match des qualifications qui a été le plus facile. Voilà. On a déroulé dans ce match-là, aussi bien à l'aller qu'au retour. À plus forte raison qu'on avait gagné 0-3 là-bas. Donc, c'était... Voilà. C'était dans la poche. Maintenant, c'est jamais fini, hein, parce que je me rappelle par exemple une année en Coupe d'Europe où on avait gagné 5-1 contre Panathinaikos et où on s'est pris 3-0 là-bas. On a failli être dehors avec un match aussi au coup près. Donc c'est jamais fini, hein. Il faut toujours aller au bout des choses. Voilà. Alors, les demi-finales sont passées. Maintenant, il va falloir la jouer, cette finale. Alors là, évidemment, ce profil West Ham, Heysel. West Ham, lui, qui vient de sortir l'Eintracht Francfort, qui était quand même une grosse équipe aussi. Et donc, on va revenir sur l'anecdote de tout à l'heure. On va pas refaire tous les détails, mais voilà, équipe bricolée, comme tu te plais à le dire. Hein, Van den Daal blessé, toi-même qui joue avec des infiltrations, un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer très souvent, qui joue au back droit. Voilà, est-ce que vous étiez quand même confiant avant cette finale ? Est-ce que... Voilà, vous aviez vu quelquefois West Ham, je suppose, avec notamment Brooking, qui était international. Il y avait aussi le papa de Lampard, qu'on a connu quelques années après à Chelsea. Donc c'était vraiment une très forte équipe anglaise, d'ailleurs, qui avait gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1965. C'était pas les mêmes joueurs, voilà. Et donc, quel était l'état d'esprit maintenant, avant cette finale ? Parce que là... il y avait, je crois, une motivation supplémentaire dans ce match en sachant que on partait pas favori. Parce que vraiment on avait, parce qu'au-delà de Van den Daal qui était blessé, qui ne jouait pas, au moins blessé sur une jambe, on avait aussi Ludo Cook qui était sur une jambe, qui n'a pas joué longtemps, il a joué une demi-heure seulement, donc vraiment c'était pas facile. Mais il faut dire en compensation que le match était au Heysel. On était dans notre jardin. Donc, il était hors de question pour nous de perdre ce match au Heysel, même contre une grosse équipe anglaise. Et ça, évidemment, ça a décuplé notre motivation. Et on a eu aussi, dans ce match-là, 2 prestations exceptionnelles avec Rosenbrink et Van der Elst qui ont fait la différence.
Je me rappelle toujours de mon père qui sursaute. J'étais pas vraiment fan d'Anderlecht, hein, mais il regardait la finale avec moi, comme je t'expliquais. Genre, c'était un peu privé, mais c'était l'après-midi de communion avec des copains, et moi j'étais braqué sur le match. C'est ma mère qui s'occupait des enfants qui jouaient, et puis mon père vient me reprendre, vient me retrouver, il reprend le match avec moi, et puis alors quand Van der Elst marque le 4e goal, il m'a dit oh quel joueur formidable Van der Elst. Il était aussi content que moi, alors qu'à la base il était plutôt standardman. Mais enfin ceci c'est pour l'anecdote. Et alors voilà, le match commence, c'est assez équilibré, et puis paf, les Hollandais, non c'est parce qu'ils s'appellent Hollande, les Anglais marquent par Hollande à la 28e minute, 1-0. Là, dans la tête, on se dit... Dans la tête, il y a une remise en question par rapport aux objectifs, hein, parce que c'est un match qu'on voulait gagner envers et contre tout, mais c'est vrai que ça n'avait pas très bien démarré. Et donc, il a fallu vraiment, je me répète, mais que Reizenbrink et Van der Elst, entre autres, sortent de leur coquille pour aller au-dessus du match, comme on dit. Hein. Alors tu parles de Reizenbrink, justement, il égalise un peu avant la mi-temps, sur penalty, 42e minute, 1-1. Donc à la mi-temps, voilà, on repart de 0. Je suppose que le moral est au beau fixe. Pas de changement dans l'équipe, hein, finalement. Si, on a eu le changement à la 32e minute, puisque Ludoko, qui était blessé, et Francky est rentré poste pour poste. Mais voilà, rien ne change, on repart sur les bonnes bases. Mais voilà, patatras, pas loin de la fin du match, les Anglais marquent de nouveau par Robson, 68e minute. Donc il reste plus beaucoup de temps. À ce moment-là, je suppose qu'on se pose quand même des questions. Essayer de garder le moral, garder le cap, garder son jeu, ne rien lâcher. Voilà. Oui, mais c'était tactique. On les a laissés marquer pour qu'ils prennent de la confiance, mais une fausse confiance. On les a tirés dans le pied, et après on les a tués. Non, je rigole. Ça remettait de nouveau le match en question, parce qu'à 1-2... il fallait mettre 2 buts pour gagner ce match, hein. Donc c'est pas évident du tout. Heureusement, on n'a pas trop attendu pour égaliser. Et puis derrière, on a déroulé, quoi. Alors justement, Van der Elst égalise assez vite, 2-2. Donc là, chouette. Et puis ensuite, ils reprennent l'avantage. Non, attends, on est à 2-2. Non. Alors après, à 2-2. Là, à ce moment-là, on est à la 73e minute, et là, c'est le rêve. Parce que Robbie fait 3-2 à la 73e. Et puis alors là, c'est chaud, vraiment chaud, parce qu'on dégage comme on peut. On sait qu'il reste moins de 20 minutes, il reste une quinzaine de minutes. Il n'y avait pas encore des arrêts de jeu très très longs comme nous les avons maintenant. Et alors que tout le monde était vraiment accroché à son fauteuil, en tout cas nous. Toi, Jean, je pense que tu étais sur le terrain. En fait, il faudrait le rappeler. Et donc, alors le moment sublime, vraiment l'explosion, d'ailleurs, nous allons bientôt l'entendre, à la 88e, alors il y a François Van der Elst qui part dans un solo et qui vous met le 4e goal, et là, c'est l'explosion, il reste 2 minutes, et voilà, la finale encore une ouverture extraordinaire de Reizenbrink, hein. Oui. C'est lui qui donne la passe à Van der Elst pour le 4e but. Et juste avant, Jean, et ça, je ne sais pas si Eric est prêt à la régie, mais... c'est le petit son. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Jean Thyssen intervient assez sèchement sur un défenseur anglais, ce qui fait qu'Anderlecht reprend le ballon. C'est le tir au départ de l'action, hein, Jean. Et d'ailleurs, si Eric est prêt, nous allons maintenant entendre vraiment un commentaire mythique, celui de Luc Varenne, qui vaut vraiment son pesant d'or. C'est-à-dire que Luc, ici, vous allez l'entendre au moment où Anderlecht va marquer le 3e goal, le 4e goal, et puis marque le 4e goal, et puis toute l'effervescence alors après. Je pense que ça dure quand même une petite dizaine de minutes, mais je vous jure. Non, ça dure 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes à durer. Ah bon, je pensais que c'était plus long. Non. Mais voilà, ça vaut vraiment la peine, et c'est vraiment pour se replonger il y a 50 ans avec donc Luc Varenne sur la finale et l'explosion de joie suite au 4e but de François Van der Elst. Attention mes enfants, ils sont forts de la tête, ils sont forts à l'intérieur du rectangle, pas d'accrochage dans le rectangle, c'est très bien là, Brookings en position du ballon, surveillé par Van Buis et Thyssen. Thyssen arrive, lui, il renverse tout, il permet à Van Buis de se dégager, envoie vers Reizenbrink et action belle. Écoutez le public comment il vibre, Reizenbrink prend la responsabilité d'envoyer ces 2 balles vers Van der Elst tout seul, est-ce qu'il va marquer le petit, est-ce qu'il va commencer, encore un petit crochet, il marque, c'est goal.
gardien reste assis. Le pauvre gardien reste assis, il n'en peut plus. Quelle chose extraordinaire, extraordinaire. Les enfants, c'est beau, 4 buts à 2. La Belgique qualifiée, la Belgique gagnant la finale par Anderlecht. Ah, c'est merveilleux, quel choix, c'est grandiose. Voilà, c'est la fin du match, remporté véritablement sur le score de 4 buts à 2 par Anderlecht. C'est une finale de la Coupe européenne d'Anderlecht qui ne l'avait jamais gagnée. Cette finale-là remporte sur une excellente équipe de West Ham dans un excellent esprit, avec un jeu offensif merveilleux qui nous a raccommodé avec le football. Soirée extraordinaire ici au Ezel, avec un triomphe belge qui fera date dans les annales de la Belgique en part en général et d'Anderlecht en particulier. Les joueurs très sportivement échangent leurs maillots, mais tout de même le public est emballé, les bannières se déploient aux 4 coins du stade, les drapeaux s'agitent, mais véritablement c'est un triomphe. Écoutez cette ambiance, mon Dieu que c'est beau, ça vaut la peine de rater pendant 2-3 minutes le journal, et je dois dire véritablement qu'on a passé une grande soirée, et je crois que c'est votre avis aussi. Eh bien voilà, moment mythique. Je pense que tout le monde est un petit peu ému ici dans le studio de réentendre les commentaires de Luc Varenne qui parle de la Belgique, quoi. En fait, c'est vrai que c'était la Belgique, à part que nous avions dans cette équipe d'Anderlecht 2 champions du monde hollandais. Il perdait tous ses moyens tellement il était complètement fou, comme nous l'étions tous d'ailleurs à l'époque dans notre fauteuil ou dans le stade. En tout cas, vraiment moment choisi extraordinaire en tout cas. Alors, à cette époque-là, lorsque des équipes gagnaient des Coupes d'Europe, ce n'était quand même pas l'effervescence extraordinaire comme maintenant, avec des bus impériaux et les supporters dans la ville et les joueurs. Je n'ai pas la souvenance de comment ça s'est passé au niveau du défilé de la Coupe avec le Sporting. L'ont-ils simplement présenté lors du match suivant? Y a-t-il eu un retour au stade avec les supporters? Là, la pré-finale, j'en ai plus aucun souvenir, Jean. Tu pourrais expliquer alors l'après comment ça s'est passé? Il y a eu quand même au niveau de... On a été reçus donc à la commune, à la commune d'Anderlecht, donc avec un défilé, etc. Et notamment on a reçu pour cette finale le mérite sportif bruxellois, entre autres par le bourgmestre de l'époque. Et non, il y avait quand même pas mal de festivités. Bon, c'est vrai que ce n'était pas comme on voit maintenant, hein, c'est clair. On exploite ça beaucoup plus en profondeur maintenant, et surtout sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan publicitaire, hein. Il y a une exploitation publicitaire, le business qui prend le dessus par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Mais c'était quand même extraordinaire. Je dirais plus la deuxième. Bon, la première pour nous, joueurs, reste évidemment la principale. Mais les faits d'après-match, etc., en 78, on est à Paris. Hein. Oui. Paris, c'est encore autre chose. Oui. Moulin Rouge, etc., à mon avis, ils sont rentrés aux petites heures. Un petit peu comme les équipes françaises qui gagnent la Coupe de France, on ne les voit pas avant le lendemain, quoi. Et l'Anderlecht était sur place, évidemment. Avant de remettre un petit peu de musique et de se rafraîchir, parce que comme je dis, il fait vraiment très chaud ici. Ce qui a suivi, Anderlecht n'a pas été champion cette année-là, mais il a de nouveau gagné la Coupe de Belgique contre le Lierse. Et Jean, donc tu expliquais justement que tu avais vraiment joué sous infiltration et qu'après la finale contre West Ham, tu avais tenu le coup. On t'avait fait une infiltration à la mi-temps, vous avez gagné, et puis après tu t'es fait opérer. Donc la finale contre le Lierse, gagné 4-0, tu ne jouais pas cette finale-là. Oui, c'est exact. C'était prévu d'ailleurs que, en fait, j'avais un fibrome. En fait, pour la petite histoire, j'ai pris un coup. Il y avait eu un arrangement entre Anderlecht et le Standard au moment du transfert. Donc la fin de saison, j'ai joué les matchs amicaux déjà avec Anderlecht, comme le transfert était signé. Ouais. Et on a joué un match en Pologne avec Anderlecht où j'ai pris un coup dans le mollet, mais c'était le dernier match de la saison, donc j'avais une petite plaie qui s'est résorbée en vacances, tranquillement. Mais j'ai fait un fibrome interne qui me gênait et qui me mettait des déchirures en permanence dans le mollet.
C'est la raison pour laquelle j'ai joué la finale sous infiltration, pour ne pas avoir la douleur. Mais il était prévu que 3 jours après la finale, on m'opère, ce qui a été fait. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas joué cette finale de Coupe de Belgique, parce que j'étais en revalidation. Parce qu'une opération dans le mollet, il faut savoir aussi qu'un mollet, pour un footballeur, c'est un muscle primordial. Donc on met beaucoup de temps pour récupérer. J'ai beaucoup travaillé évidemment pour revenir, mais il a fallu donner du temps au temps et il n'y avait pas de miracle à ce niveau-là. Coulisses, une émission pour comprendre l'avant, le pendant et l'après. Bienvenue dans Coulisses. Et on retrouve Alain et son invité, Jean Thyssen. Et de nouveau, comme je disais tout à l'heure, avec du football, un exploit magnifique, celui du Sporting d'Anderlecht, qui a gagné la première Coupe d'Europe de son histoire et celle du football belge. Et Jean Thyssen comme narrateur formidable pour nous parler vraiment de tous ces instants, de tous ces souvenirs avec ses équipiers et des faits de match d'ailleurs. Nous avons terminé tout à l'heure, juste avant la publicité, et alors on m'a fait la réflexion. Je parlais des 2 Hollandais qui jouent à Anderlecht, des 2 joueurs extraordinaires que sont Arne et Renzonbring, en disant les champions du monde. Bien non, ils ont été finalistes 2 fois chacun de la Coupe du Monde en 74 et en 78. Ils auraient franchement pu être champions du monde, mais voilà, c'est une erreur de ma part dans l'emportement. Alors, nous étions arrêtés tout à l'heure sur cette merveilleuse finale, la victoire, le fait que le Sporting et les joueurs sont reçus à la commune. Et puis, qu'est-ce que ça induit, ça? Eh bien, le fait que Anderlecht, étant tenante la Coupe des vainqueurs de Coupe, joue un match pour la Super Coupe, le Super Champion d'Europe. Et le vainqueur de la Coupe des Champions, en l'occurrence cette année-là le Bayern de Munich, eh bien, allait rencontrer notre Sporting. Le Bayern de Munich d'ailleurs qui a gagné en 76 la finale que les Verts de Saint-Étienne n'ont jamais oubliée. Ils ont d'ailleurs souvent pleuré sur cette défaite malheureuse. 1-0 donc à Glasgow. Un but de Roth d'ailleurs, je me rappelle toujours. Et donc voilà, finale de la Super Coupe au mois d'août. Là, Jean est rétabli pour jouer. Et donc, 2 matchs, une finale en 2 matchs. Et le premier match se déroule au Bayern de Munich. Et Anderlecht est battu 2-1 là-bas. Mais on sait qu'il y a le match retour. Et donc, ça commence bien. Harry Hahn marque le premier goal à la 16e minute, donc 0-1. C'est un peu tôt dans le match pour crier victoire, mais bon, voilà, quoi, c'est un bel avantage. Et puis alors, vous savez, le Bayern de Munich, à l'époque, c'était Beckenbauer, c'était Gerd Müller. Eux, par contre, champions du monde, justement, contre les Hollandais en 1974. Et Gerd Müller, donc, marque 2 goals à la 58e et à la 88e, donc, pour faire 2-1 au match aller. Et alors, je me retourne de nouveau vers Jean. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette finale? Quel souvenir en as-tu de ce premier match, hein, donc le match aller? Ben, disons que le match aller, se jouait là-bas, donc c'était évidemment toujours un match compliqué, parce que le Bayern était, si pas la meilleure équipe du monde, en tout cas une des meilleures, avec effectivement des joueurs de classe mondiale comme Beckenbauer, Müller, mais il y en avait d'autres, hein. Oui. Ils avaient une armada extraordinaire, donc vraiment un match pas facile, mais qui a démontré aussi sur les 2 matchs la grandeur d'Anderlecht, parce que c'est pas n'importe quelle équipe qui pouvait renverser 1-2-1 au Bayern. Et on leur a quand même mis 4 ans à Bruxelles. Oui. Donc c'était quand même un exploit, quelque chose d'exceptionnel. Mais je dis en passant, à cette époque-là, toutes les grandes équipes ont mordu la poussière chez nous à Bruxelles. Hein. C'est vrai. On les a tous battus sans exception. Donc on a une grosse équipe. Oui, et puis alors, tu vois, je parlais de Beckenbauer et de Gerd Müller, mais c'était aussi l'axe central de l'équipe nationale avec Schwarzenberg et donc Beckenbauer. Et alors, il y avait aussi un ailier qui s'appelait Torstensson. Et je pense que c'est toi qui devais le tenir, du coup, non? Il ne jouait pas lié droit? Sur qui jouais-tu, toi, Jean? Ça, c'est plus vraiment dans ma mémoire. Parce que comme je dominais tous mes ailiers, je ne me rappelais plus leur nom.
Non, plus sérieusement, je ne saurais plus dire. Mais par contre, je me souviens que dans cette équipe aussi, Uli Jones Ah oui, c'est vrai, jouait aussi. Hein. oui. Donc, non, ils avaient vraiment une grosse armada. Hein. Dornberger, Roth aussi, oui. Et voilà, donc battu 2-1 là-bas. Et le 30 août, donc 1976, donc c'était une super coupe, mais c'était quand même des matchs d'avant-saison à l'époque. Hein. Et donc, retour à Bruxelles, donc 2-1, c'est pas évident, il va falloir quand même réagir. Et donc, ça démarre très bien, puisque Robbie Rensenbrink, donc, fait 1-0 après 20 minutes. Et puis, là, c'est vraiment le déferlement, parce que à la 25e, Van der Elst marque déjà le deuxième goal. Donc, la 2-0, je suppose qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas sur votre petit nuage, vous vous êtes dit, ok les gars... c'est bon, mais quel est votre état d'esprit en marquant aussi vite 2 goals à ce moment-là? Ça veut dire qu'après 25 minutes, on avait renversé le résultat. Donc, sur les 2 matchs, on était gagnants, mais c'était loin d'être fini parce qu'en face, c'est le Bayern. Hein, donc, on a continué à rester hyper concentré et à faire ce qu'il fallait. Pour aller au bout de ce match. Et les choses ont relativement bien tourné à notre avantage. On a eu un peu de chance aussi dans ce match, mais on a eu aussi Robbie Rensenbrink, ce mec-là hors norme, exceptionnel. Il a gagné le match à lui tout seul. Et oui, justement parce qu'il marque un deuxième goal par après. Donc je vous parle, parce que nous sommes à plusieurs dans le studio, de Rensenbrink à la 20e, de Van der Elst à la 25e, 2-0. Et puis Anne, alors en deuxième mi-temps, à la 59e, là on peut se dire c'est dans la poche, 3-0. Et puis quand même un petit doute, puisque Gerd Müller, encore une fois le fameux Gerd Müller, fait 3-1. Et puis alors on en revient de nouveau à Robbie, hein, qui, tu viens de le dire ici, qui était hors norme ce jour-là, qui fait à la 82e, il a tué le match à la 82e, il fait 4-1 quoi. Et là, c'était déjà un exploit contre West Ham, mais là, on est vraiment dans le Graal, hein, là, on est vraiment dans ce qu'il y a de meilleur au niveau européen. C'est pour ça, et au risque de me répéter, c'est que lorsque je parle avec des jeunes de 20-25 ans et que tous ces jeunes sont plutôt partisans de Manchester, du Bayern, de Liverpool, du Real ou de Barcelone, c'est que nous, à l'époque, les joueurs arrivant à Anderlecht, ils étaient dans un des plus grands clubs d'Europe. Maintenant, Anderlecht, ça devient un club de passage. Ça veut dire qu'on fait une petite carrière, on passe à Anderlecht, on y reste le temps qu'il faut, et puis on va jouer en Europe. Et donc, ce n'est plus du tout la même chose. Et puis aussi une grande base de joueurs belges. Et c'était vraiment... une équipe avec quelques magnifiques joueurs hollandais comme Rensenbrink, Hahn, et puis plus tard alors Baba, etc. Puis j'oubliais Peter Russell. Voilà, donc ici nous en avons terminé vraiment avec cette année exceptionnelle où il y a eu, donc, comme je dis, cette victoire en Coupe des Coupes et puis en Super Coupe. Et donc pour terminer l'émission, tu m'as souvent parlé de Raymond Goethals, et donc là je veux un petit peu déborder, je veux un petit peu parler de ce qui s'est passé après. Donc vous êtes tenante de la Coupe des Coupes. Vous rejouez l'année suivante parce que vous n'êtes toujours pas champion, puisque lorsqu'on est champion, c'est ce qui prime quand on joue d'abord la Ligue des Champions. Et donc, vous repartez dans cette Coupe des Coupes. Je vais passer tous les détails. Et j'arrive en demi-finale. Et Jean, je vais vous parler de Naples. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Moi, j'ai un magnifique souvenir. Un match, oui, qui est un très bon souvenir parce qu'encore une fois, on avait souffert là-bas, à Naples. Ils avaient d'ailleurs descendu après quelques minutes Robbie Rensenbrink, qui a joué pratiquement tout le match un peu dans le cirage. On a perdu 1-0 là-bas. 1-0, bon, c'est un score qui est abordable difficile pour le retour, mais difficile comme les Italiens, parce que les Italiens sont maîtres depuis toujours sur l'organisation défensive, donc très difficile de leur marquer des buts. Donc même avec 1-0, c'était compliqué. Et je ne sais plus à quel moment du match, parce que ça m'échappe un petit peu. C'est moi qui ai fait 1-0. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'était sur un but de la tête. Oui, je m'en rappelle toujours. Et puis encore une fois, François Van der Elst, ça fait 2-0, hein, et on s'est qualifié. Mais en fait, je vois toujours ton goal de la tête. Hein. C'est vraiment le détonateur, puisqu'après, donc, François fait 2-0. Et alors, vous allez en finale à Amsterdam. Ce que j'ai oublié de dire...
À ce moment-là, Hans Kroon avait quitté le Sporting d'Anderlecht et c'était Raymond Goethals qui vous entraînait. Et donc, vous arrivez en finale à Amsterdam contre Hambourg. Et là, les choses se passent beaucoup moins bien puisque, en fin de match, vous recevez 2 goals. Un penalty, j'ai toujours dit que c'est un penalty vraiment donné aux Allemands. Et donc, vous êtes battu 2-0 en finale. Et donc, sous l'ère de Raymond Goethals. Et alors, pour poursuivre, puisque vous en avez gagné une deuxième de Coupe d'Europe, donc voilà, vous perdez cette finale, méritée ou pas, c'est comme ça. Et puis l'année suivante, alors, au deuxième tour de la Coupe d'Europe, vous rejouez contre Hambourg. Parce qu'Hambourg n'a pas été champion, il est tenant du titre de la Coupe de vainqueurs de Coupe. Vous avez de nouveau gagné la Coupe de Belgique, et donc vous rencontrez Hambourg. Et là, formidable, vous prenez votre revanche. Ça ne démarre pas bien parce que vous faites 1-1 à Bruxelles. Donc, c'est pas très réjouissant pour le match retour. Et je me rappelle des anecdotes de l'époque, c'est que vous avez joué un match de championnat à Boom, où l'équipe anderlechtoise a très mal joué. Vous faites 1-1 chez un nouveau promu Boom, et donc tout le monde se posait la question de savoir comment ça allait se passer à Hambourg. Eh bien, vous avez été gagné 1-2 à Hambourg. Donc, la revanche était prise. Voilà, Oui. Jean, si tu as des anecdotes aussi à ce sujet-là. Et j'aimerais aussi que tu nous parles de Raymond Goethals, ce que tu as connu donc à ce moment-là. Oui, Voilà, oui. Goethals est arrivé et bon, comme je dis, un entraîneur de très haut niveau, donc qui savait où il voulait aller et qui est un entraîneur qui obtenait des résultats. Et c'est clair que cette défaite dans la finale d'Amsterdam nous était restée en travers, parce que c'est une défaite, ça a été vite pour se dessiner, mais c'était aussi une défaite pas trop méritée. Le match était équilibré et c'est un match qu'on ne devait pas perdre en principe. Mais bon, le football est fait comme ça. Donc on avait une revanche à prendre. Bon, il faut dire aussi que la réglementation a changé parce que maintenant, celui qui gagne la coupe, maintenant on appelle ça la coupe de l'UEFA, hein, les choses ont changé. Ben, celui qui gagne la finale de l'UEFA va automatiquement dans la C1, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc on se retrouvait automatiquement, c'est la raison pour laquelle dans ces 3 années on n'a pas joué la C1. Mais on a quand même démontré en battant les 2 finalistes de C1 qu'on était une des meilleures équipes du moment, ça c'est clair. Hein, donc voilà, c'est... Et c'est encore une fois de très belles anecdotes. Et nous allons tranquillement terminer cette émission en évoquant peut-être une finale de laquelle tu vas nous parler plus en détail dans 2 ans. Rendez-vous est pris, Jean. Et donc je vais parler de cette finale. Donc il y a ce deuxième tour contre Hambourg ou Angers. Je vais passer le détail des différentes équipes que vous avez battues pour arriver donc en finale à Paris contre l'Austria Vienne. Et là vous jouiez tout en blanc parce que l'Austria est en mauve. Et là, de nouveau, déferlement, quoi. C'est une victoire sans faille, vraiment, vous avez déroulé, puisque vous avez gagné 4-0. Et donc, avec une alternance de buts entre de nouveau Robbie Rensenbrink et notre valeureux capitaine, notre humoriste Gilbert Van Bins, qui a aussi donc, marqué 2 goals. Voilà. Je dis ça pour finir en beauté, parce que donc, c'était 3 années exceptionnelles. Je pense que dans l'histoire de la Coupe des vainqueurs de Coupe, aucun club n'a joué 3 finales comme ça d'affilée. Et puis, si je veux poursuivre l'histoire d'Anderlecht, quand tu n'étais plus là, il y a eu alors après ces finales de Coupe UEFA, avec un joueur extraordinaire qui est arrivé à Anderlecht, alors à un moment donné qui s'appelait Juan Lozano, qui a joué dans l'entrejeu avec des joueurs que tu as connus, hein, Ludo Cook et notamment Rocky Verkouteren. Et là donc il y a eu ensuite une Coupe UEFA contre le Benfica. Et là j'étais plus âgé donc j'y étais au match. Coulisses, une émission pour comprendre l'avant, le pendant et l'après. Bienvenue dans Coulisses. Et c'est déjà la dernière intervention pour ce numéro de coulisses avec Alain que vous retrouvez ici. Oui Eric, voilà, maintenant nous allons progressivement terminer cette émission dans la chaleur, mais la chaleur aussi extraordinaire des anecdotes de Jean et de tous ces exploits que nous avons évoqués. C'était vraiment un vrai plaisir pour moi, j'espère en tout cas que c'est la même chose pour les quelques auditeurs qui sont avec nous ici en studio et donc avec Jean en particulier. Et donc voilà, nous allons bientôt terminer cette première édition de Coulisses. En parlant justement de la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, avant qu'on ne parle de ça, j'avais une dernière chose à dire, c'est que
par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure, il y a eu aussi la Supercoupe alors après la victoire contre l'Austrie à Vienne. Et là, c'était contre Liverpool. Et Anderlecht a de nouveau gagné cette Supercoupe en gagnant 3-1 à Bruxelles, donc au Parc Astrid. Donc, deux années comme ça pratiquement, donc à une année d'intervalle, 2 victoires contre des immenses équipes qui avaient gagné la Ligue des Champions. Voilà, vraiment pour terminer le chapitre sur lequel nous reviendrons peut-être en 2028. Et voilà, comme nous sommes en période de Coupe du Monde et que Jean a joué la Coupe du Monde en 1970 au Mexique, je voudrais terminer en lui demandant quelles sont ses impressions, qu'est-ce que ça fait vraiment de jouer une Coupe du Monde, comment se sent-on quand on est pris pour représenter son pays pour jouer une Coupe du Monde. Ça sera mon avant-dernière question. Et la suivante, qu'est-ce qu'il pense un petit peu du niveau de l'équipe belge et où nous voit-il aller cette année, en tout cas avec l'équipe qui est proposée. Voilà. J'en termine. Je remercie beaucoup Jean. Vraiment, ça a été un moment inoubliable. Et donc, je dirais à la prochaine, en 2028, en tout cas pour les autres anecdotes. Donc voilà, Jean, je termine avec ces 2 questions. C'est quoi l'impression quand on est pris pour une Coupe du Monde et puis qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Voilà. Après ça, la Coupe du Monde, c'est son nom. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux. On rencontre les équipes nationales, ce sont tous les meilleurs joueurs du pays. Donc c'est quelque chose de très particulier et c'est le sommet du football. Pour ce qui est de la Coupe du Monde 1970, où j'ai participé au Mexique, il faut dire que on avait déjà fait un exploit pour y aller, parce que c'était un groupe avec la Yougoslavie, mais l'ancienne Yougoslavie, donc le bloc yougoslave, avec tout ce que ça comportait. Donc ils avaient énormément de choix au niveau des joueurs. L'Espagne, qui était un concurrent évidemment terrible. Donc avec un seul qualifié dans le groupe à l'époque. Il n'y en avait pas 2 qui passaient, il n'y en avait qu'un. Donc le 4e étant la Finlande. Bon, ça c'était plus jouable. Mais les 2 autres, c'était vraiment des gros morceaux. Et nous avons été faire un match nul à Madrid contre l'Espagne. Et puis un retour exceptionnel au standard dans un match coup près où on a battu l'Espagne 2-1. On a éliminé l'Espagne pour se qualifier. Donc déjà avant d'aller en Coupe du Monde, c'était déjà un exploit en soi d'y aller pour la Belgique à cette époque-là. Maintenant, pour ce qui est de la Coupe du Monde au Mexique, je crois que cette Coupe du Monde, on a servi un peu de cobaye pour ce qui s'est fait en 86. Ils ont tiré les leçons de surtout ce qu'on ne devait pas faire. On y est allé, il faut savoir que Mexico et le Stade Adzec, c'est en altitude, il fait chaud. Donc c'était des éléments dont il fallait tenir compte. On nous a fait partir 6 semaines avant pour s'adapter à l'altitude, manque d'oxygène, etc. Et c'était pas une bonne idée, parce qu'on s'est entraîné pendant 6 semaines en altitude, mais dans des chaleurs épouvantables. On est arrivé sur le plan physique cuit avant de démarrer. Et psychologiquement aussi, c'était pas bon. Dans la mesure où on était complètement isolés. Les communications, le téléphone à l'époque, pour téléphoner du Mexique, ça coûtait une montagne, donc exclu. On nous avait dit aussi au départ que le courrier qu'on envoie à la fédération, que ça partirait par la valise diplomatique pour gagner du temps, etc. On a reçu les premières lettres après 3 semaines. Donc on avait un peu le moral dans le fond du pantalon. Donc, c'est une suite de détails qui font que on est arrivé dans la compétition pas dans de bonnes conditions. En plus, on était dans un groupe avec l'URSS, mais c'était pas la Russie, c'était l'URSS. Donc inabordable pour nous. Et puis le deuxième qui pouvait passer, c'était le pays organisateur, c'était le Mexique. On nous a volé le match. Il y a un penalty fait par les OJ que le Mexique nous a battu 1-0 sur penalty. Un penalty qui, franchement, n'en est pas un. Mais bon, ça fait partie des données du football. Et bon, il faut peut-être avoir des regrets à ce niveau-là, mais le Mexique devait passer. J'ai le sentiment que si on avait gagné ce match, on serait pas sorti du stade.
Il y avait 110 000 personnes dans le stade d'Anzeng et c'était vraiment compliqué. En plus, il faisait très très chaud, on jouait tôt. Et donc voilà, pas de regret parce que participer à une Coupe du Monde, comme je dis, c'est quand même le sommet. Voilà, des anecdotes comme ça avec la chaleur mexicaine, comme ça. Bon, on a un déficit d'attaquants parce que Lukaku n'est pas prêt. Et quand on n'a pas Lukaku, on n'a pas un joueur du même profil. On a l'un ou l'autre bons attaquants, mais pas des finisseurs, pas des gens capables de marquer des buts. Donc, quand il faut faire le match, dominer le match, contre une équipe qui se met devant son but avec un bloc bas, c'est très compliqué. Il faut marquer un premier but. Si on ne le marque pas, ça devient très difficile. Maintenant, j'espère quand même que le match qu'on va voir demain matin, on pourra battre la Nouvelle-Zélande et passer. Si on passe, bon, je pense qu'à ce moment-là, ça dépendra évidemment toujours, mais c'est pour tout le monde, du tirage au sort qui on va rencontrer. Mais forcément, sera peut-être une meilleure situation pour nous en fonction du déficit qu'on peut avoir devant. Eh bien, Jean, en tout cas, merci encore une fois pour cet avis là aussi. Voilà, il nous reste maintenant 1 minute pour clôturer. Je vais me dépêcher. Encore une fois, je te remercie, je vous remercie. Enfin, je te tutoie, ça change à chaque fois que je vous parle. Un immense merci en tout cas pour toutes tes anecdotes. Encore félicitations pour ton immense carrière et je te dirai à bientôt. Et merci. Mais j'enchaînerai sur quelques mots, hein. On est pris par le temps là, mais je vous remercie aussi. Oui. On a passé une excellente soirée. C'était une bonne opportunité pour moi de replonger dans d'excellents souvenirs, parce qu'on a parlé vraiment de choses qui, 76, quand on gagne une première finale de Coupe d'Europe, évidemment, c'est le top du top. Et merci encore. Merci Jean, à bientôt.